Bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce livre journal de la Résistance française. C'est un vieux journal que le livre journal de la Résistance française, comme cette musique de générique que l'on doit à Serge de Beketch. Et oui, les traditions ont du bon aussi sur Radio Courtoisie. Je remercie à la technique Virginie pour la réalisation de cette émission. Cette émission est en direct, chers auditeurs, donc je ne saurais trop vous conseiller peut-être d'appeler le standard s'il y a quelqu'un au standard en ce moment et qui pourra prendre votre appel et me donner vos remarques, observations, questions, que je n'hésiterai pas en direct à développer lors de cette émission et que je poserai comme question à mon invité. J'ai un invité, 1 heure et demie d'émission, un invité. Il suffira surtout que cet invité est très prolixe. Je vais vous l'annoncer et le présenter dans un instant. Et donc, je ne doute pas une seconde qu'à deux, eh bien, nous puissions faire 1 heure et demie d'émission avec bonheur et avec plaisir. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup sur Radio Courtoisie. J'y reviens dans un instant avec vous. Donc je disais que je remerciais bien sûr Virginie à la technique. Virginie, sans qui les techniciens, nous ne pourrions pas faire ces émissions. Donc un grand merci à Virginie, Nini Vlam, pour sa présence, sa constance, sa constante bonne humeur aussi, aménité de caractère, qui bien nous aide bien les patrons d'émissions. J'étais tout à l'heure dans une émission invitée de Paul-Marie Couteau. Eh bien, nous avions un échange tout à fait intéressant. Et grâce à Benoît, qui était à la technique à ce moment-là, tout a bien pu se réaliser, puisqu'il y avait même un morceau de musique. C'était un élément de musique qui devait me caractériser. Je vous invite et je vous encourage à écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, cette émission avec Paul-Marie Couteau sur le nouveau conservateur. C'était à 16h aujourd'hui. Le thème de l'émission du jour, eh bien, Virginie vous l'a annoncé, c'est cette grande lessiveuse de la corruption dans les relations entre l'Ukraine et l'Europe, l'Ukraine et la France en particulier. Lundi, Zelensky était à Paris et de mirobolants contrats ont été signés, des lettres d'intention aussi, surtout des lettres d'intention, de bonnes intentions assurément, mais qui n'iront probablement pas très loin. Il se murmure même que cette guerre pourrait s'arrêter avant Noël. C'est un des thèmes qu'on pourra éventuellement développer avec mon invité, c'est-à-dire un plan en 28 points, une pression plus qu'amicale sur les épaules de Zelensky. Steve Witkoff, le responsable émissaire de Donald Trump, était en Turquie comme Zelensky aujourd'hui et il n'a pas souhaité le rencontrer. C'est dire que les Américains sont prudents, contrairement à Macron, qui lui reçoit avec le tapis rouge et la revue militaire Volodymyr Zelensky. Eh bien, l'émissaire de Trump, lui, annule au dernier moment un rendez-vous, un plan en 28 points, le Donbass, les zones de Kherson, de Zaporijjie, qui seraient aussi les deux oblasts concédés à la Russie, 4 oblasts, donc des territoires qui seraient cédés par l'Ukraine, ce que se refuse jusqu'à présent l'Ukraine d'admettre, d'accepter, avec les États-Unis et d'autres pays qui reconnaîtraient dans ce plan en 28 points, c'est Politico qui en parle depuis hier, ce plan en 28 points reconnaîtrait la prise territoriale et de la Crimée et du Donbass, qui serait reconnu comme étant territoire russe. Vous imaginez à laquelle vitesse cela va. Macron, tout à son arrogance et à sa morgue, nous expliquait qu'il y aurait peut-être la paix en 2028. Le général Mandon, chef d'état-major des armées françaises, lui, nous demande de nous préparer à la guerre pour demain, peut-être. Les Européens nous parlent d'une guerre à horizon de 3-4 ans maximum. Et le fait d'avoir à sacrifier ses enfants, c'est ce que le général Mandon
a expliqué il nous faut une résilience morale, un réarmement moral, et donc il nous faut être prêts à sacrifier nos enfants. C'est ce qu'il disait au Congrès des maires de France hier soir. Eh bien, qu'il débute, vu son âge, il doit avoir des enfants qui ont entre 25 et 30 ans, si tant est qu'il ait des enfants, contrairement à Emmanuel Macron, et qu'il mesure la responsabilité des propos qui sont les siens, prêt à perdre et à sacrifier nos enfants, dit le général Mandon, et bien qu'il commence donc par les siens. Alors, autre point que je voulais très rapidement aborder dans cette petite chronique de départ avant eh bien de vous présenter et d'échanger avec mon invité. Un autre élément, on l'attendait depuis des mois, on nous l'avait prévu même avant l'été. Finalement, il arrive pratiquement pour Noël dans la hotte de la présidence de la République. Le gouvernement dévoile tous responsables, donc le fameux guide de survie dont on nous avait parlé, visant à préparer les Français à agir efficacement en situation de crise, dont un conflit armé impliquant la France, qui fait partie des hypothèses de ce petit fascicule, de ce guide, tous responsables, qui va nous être envoyé individuellement dans nos boîtes aux lettres. Il nous faut une radio à pile pour rester informé. Il faudra, on va recevoir chez soi ce kit d'urgence. Je rappelle que pour ce qui me concerne et ce qui concerne beaucoup de patriotes, c'est retour à l'envoyeur immédiatement. On le renvoie à l'Élysée, s'il vous plaît. Ce kit d'urgence, c'est la meilleure protestation, je pense, que nous puissions offrir à ce gouvernement. Cette espèce de narratif, cette ingénierie sociale de la peur, faire peur, mettre sous pression pour faire céder psychologiquement, rendre inéluctable une guerre, alors que, je viens de vous le dire, Steve Witkoff, Trump, les Américains sont en train de négocier la paix, et la paix en Ukraine, pas seulement les échanges entre les États-Unis et la Russie, la paix en Ukraine avec les Russes. Donc là, il va y avoir un moment donné, et ça je pense que ça réjouit, se frotte les mains, mon invité ce soir, qui a un sourire, évidemment, qui ne peut que sourire de cette situation. Allez, on ne tarde pas plus longtemps. D'abord, pour le saluer, eh bien, c'est François Martin, l'invité du jour dans ce livre journal de la Résistance française, le géopolitologue, auteur de Ukraine, basculement du monde, ou encore Le temps des fractures, le tout aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour mon cher François. Bonjour cher ami, merci pour tes bonnes nouvelles de démarrage. Ah oui, ça je pense que pour toi c'est un régal, Oui, que ce plan absolument. en 28 points Oui, qui va dans le sens de ce que tu disais et qui ne va oui, pas du tout dans le sens du narratif de la peur et de la guerre. ben non, bien sûr, bien sûr. Bien que le narratif de la peur et de la guerre, on va en parler, est excessivement important et il fait partie de l'agenda pour d'autres raisons. Donc, Oui. l'important, c'est de dire pourquoi l'un et pourquoi l'autre, en fait. Ah, eh ben écoute, je te laisse commencer à développer et puis on est à la radio, donc on Ben, n'est c'est pas très sur simple. YouTube, donc tu me laisseras un petit peu intervenir de Oui, temps en temps parce que je bien sais que tu sûr. es volubile et que tu as beaucoup de choses à dire, Voilà. énormément de choses à dire dans cette émission. Oui, Donc je te lance évidemment sur ces voilà. deux aspects, en effet, narratif Voilà. de la peur et puis la paix de l'autre. Je ne crains Et pas que pourquoi? tu sauras reprendre la parole quand tu l'auras décidé, je n'ai aucune J'essaierai tout du inquiétude. moins. J'essaierai. Alors écoute, si Oui, on peut résumer un peu les choses, moi je dirais qu'il y a un agenda en deux parties, l'un qui est l'endroit, l'autre qui est l'envers, sauf qu'ils n'ont pas le même caractère impératif. ouais. L'agenda, c'est celui de la préparation de la guerre. Il y a un côté, un volet qui est un volet extérieur, qui lui est aléatoire, et que je ne veux pas non plus refuser absolument parce que, comme tu l'as dit toi-même, dans le passé, on peut avoir à un moment donné un problème en Baltique, une montée aux extrêmes. On ne peut pas l'exclure si on est sérieux et responsable, mais ça reste pour moi quelque chose d'aléatoire. Par contre, il y a une autre partie qui, elle, est intérieure à la communauté européenne et qui, lui, cet agenda, il est impératif parce qu'il est basé sur différents aspects impératifs que je retiens. Le premier, c'est qu'il faut absolument verrouiller la communauté, les membres les personnes et les opinions dans la communauté européenne, d'autant plus que les gouvernements, eux,
sont très discrédités. Donc, quand tu es discrédité, tu perçois un sentiment, je dirais, de peur. Donc, ou tu fiches le camp, ou si tu fiches pas le camp, eh ben, tu tapes sur les gens qui te font peur pour qu'ils se taisent. C'est le propre de tous les gouvernements, en fait, je dirais, très autoritaires et qui ont très peur et qui vivent dans la terreur. Je rappelle Mmh. que un type comme Staline était constamment dans la terreur, puisque dès qu'on lui disait bonjour d'une drôle de façon, il faisait disparaître la personne. Et Castro, c'est pareil, etc., etc. Donc ça, c'est un des aspects, c'est l'aspect de la peur. Et l'autre chose qui se surajoute à ça, qui est l'aspect de la population, c'est, je pense, un aspect géopolitique que j'entends pas beaucoup, mais dont on a déjà parlé, c'est le fait que le jour où effectivement cette guerre s'arrête entre les Américains et les Russes, ce jour-là, l'Europe explose puisque nos dirigeants se sont mis eux-mêmes ensemble pour essayer de construire quelque chose. Donc, ce sentiment d'urgence qui consiste à verrouiller ce pacte de Varsovie à l'envers est d'autant plus impératif et il doit aller d'autant plus vite et d'autant plus fort que on craint qu'à un moment donné, les Américains disent bah, écoutez, maintenant vous vous débrouillez, c'est fini, nous on va faire du business avec les Russes. Alors, C'est ça. comme on a très peur que ce jour-là, les Allemands s'en aillent en disant et vous les Russes, redonnez-nous du gaz, les Italiens, les Hongrois, et les Anglais qui sont pas plus bêtes que les autres, les Polonais qui sont pas plus bêtes que les autres. En attendant, on se serre tous autour du feu et on dit interdiction de leur parler, interdiction de ci, interdiction. Donc, ça crée une psychose de guerre. Donc, il y a tous ces éléments. Et le dernier élément dont je voudrais parler, c'est Mmh. que c'est cet aspect que je développe dans mon livre sur la guerre culturelle, c'est-à-dire que c'est un petit groupe de progressistes qui haïssent de toute leur force qu'on fait la cérémonie d'ouverture des Jeux qui est totalement satanique. Des JO, Ils ouais. sont dans un autre monde que nous, et nous, avec ce que nous représentons, avec notre patriotisme, notre famille, notre religion, etc., nous sommes pour eux leur diable. Eh oui. Ils doivent nous faire disparaître. Et ils ont deux ennemis absolus. L'un, c'est Poutine, mais l'autre, c'est Trump. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ils ne le disent pas. Mais s'ils peuvent quelque part mettre des croche-pattes, des pots de banane, des savons de Marseille, etc., et faire en sorte que quelque part Trump soit entraîné dans une galère et qu'il se casse la figure, ils auront gagné leur coup. Mmh. Et ils espèrent pouvoir revenir au bout les copains qui sont pour l'instant dans l'opposition, qui sont leurs amis démocrates. Donc, il y a tout un tas de raisons, en fait, qui font que ils ont intérêt, je dirais, à cette, voilà. Et ils sont en train de monter en ce moment, je sais parce que j'ai fait une émission là-dessus ce matin sur une télévision russe. Ils sont Oui. en train de monter un programme, un Schengen militaire, c'est-à-dire ils se sont aperçus que si on a besoin d'emmener des troupes, théoriquement, des armes, des choses, on ne peut Oui. pas passer d'un pays à l'autre facilement parce qu'il faut demander une autorisation, etc. Donc, ils sont en train de préparer aujourd'hui toute l'Europe pour que la logistique puisse être fluide à l'intérieur de l'Europe. Donc, ça reste théorique. Oui, Par mais quand rapport à même. la guerre, ça reste théorique, mais par rapport à cet objectif de verrouillage interne, c'est pas théorique du tout. Voilà. Exactement. C'est même Donc, loin d'être, ben oui, théorique puisque c'est une ils ont sorte la de compétence financière, ils ont la compétence économique, ils ont la compétence sur la santé, ils ont la compétence sur la politique étrangère. Donc, il leur manque la compétence militaire aujourd'hui qui reste, que chaque pays c'est ça. sont ensemble. Mais le but, c'est d'essayer de faire un espèce de truc le plus fermé, le plus serré possible, le plus verrouillé possible, en espérant que ça n'explosera pas le jour J. Moi, je pense que ça explosera. Mais Mmh. voilà. C'est Mais ça oui, le parce que risque. Van der Leyen le souhaite et Macron, qui se verrait bien à sa place d'ici 1 an et demi, le souhaite aussi. C'est-à-dire
une intégration, une supranationalité, une Europe qui Voilà, écrase les nations. Et quoi de mieux qu'un moment bismarckien, comme voilà. le dit par exemple Xavier Poussard, c'est-à-dire Bismarck, qui a permis, qu'est-ce qui a permis la réunification de l'Allemagne? Eh bien, c'est la guerre, en particulier la guerre contre la France et la Voilà. perte de l'Alsace-Lorraine On est à bien Sedan. d'accord. Mais seulement, tu vois déjà que les Allemands sont en train de prendre la tangente parce qu'il y en a un, le chancelier actuel, il sent Merz. le sang du boulet de l'AfD qui est déjà passé en tête dans les sondages. Il est numéro 2 dans les sondages. C'est l'AfD qui est en tête maintenant, Oui, oui, tout depuis à le mois fait. dernier. Depuis le mois Oui, dernier. c'est ça. Donc, il est en train de regarder un œil de l'autre côté de la frontière vers la Russie, évidemment. Enfin, Boris Pistorius, le ministre de la Défense, annonce que nous avons peut-être vécu, c'était hier qu'il l'a dit, j'en ai fait d'ailleurs une émission ce midi sur GPTV, il a annoncé bien que nous avions vécu peut-être notre dernier été en paix. Donc c'est la preuve qu'il y a quand même toujours des bellicistes, de sérieux D'accord. bellicistes en Allemagne. Oui, puis je pense que comme ils sont pas sur d'eux, comme toujours, ils soufflent le chaud et le froid en même temps, Hmm. en se disant il sera toujours le temps de dire ah ben finalement, et puis de se précipiter à Moscou le jour où on aura besoin de gaz pas cher. Oui, je pense qu'il n'y a que les Français qui n'ont pas encore compris l'intérêt qu'il y a, évidemment, alors que nous devrions être les premiers, parce que la troisième voie gaulienne, parce que le non-alignement, parce que l'amitié franco-russe, ça devait être la base de la politique Bien étrangère sûr, et européenne française. Et bien aujourd'hui, nous sûr. avons un homme qui s'évertue à faire systématiquement l'inverse de ce qui est dans l'intérêt et dans l'ADN de la France, c'est-à-dire cette amitié franco-russe. Et cet homme, c'est Emmanuel Macron. Mais bien sûr. Euh, le titre de cette émission, c'est La Grande Lessiveuse, Oui, c'est-à-dire, et évidemment, quand on voit tous ces milliards qui seraient en contrat, une centaine de rafales, après les 150 chasseurs suédois, eh bien, et on se demande, il n'a pas le début d'un commencement d'un fifrelin d'un rouble pour ses dépenses, Zelensky. Il faut savoir que le déficit est à peu près de 20% du PIB. 20% du PIB. Nous, déjà, avec 5-6%, on crie à la catastrophe. Mais en fait, l'État ukrainien est un État en banqueroute. Donc, on imagine bien qu'il ne sait pas demain qu'ils vont apporter monnaie sonnant et trébuchant, permettant l'achat de tout ce matériel militaire, sachant qu'en plus, cette guerre est, semble-t-il, perdue. Par contre, il y a des dizaines de milliards qui ont déjà été dépensés vis-à-vis de l'Ukraine, des subventions, et puis les scandales actuellement qui sont sortis, qui sont en train de sortir, entre autres à l'initiative américaine, il faut le dire, c'est pas l'initiative européenne, c'est l'initiative américaine de Je constater préciserai en disant trumpienne, hein, plus qu'américaine, hein, parce que à dans la, l'initiative, on va en parler précisément. Voilà. Je pense que ça, tu vas en effet expliquer que derrière, il y a aussi ce moyen que trouve Trump de faire pression sur Zelensky et sur sa clique grâce à ces informations sur la corruption. 100 millions sur l'électricité, on a envie de dire une paille, même si ça paraît très scandaleux, parce qu'on a des Ukrainiens qui risquent de passer un hiver sans électricité, et ils apprennent qu'en plus, le gouvernement, les plus proches, le premier cercle de Zelensky, fait son beurre dans la corruption et aurait volé des dizaines et dizaines de millions d'euros sur l'électricité. Mais je sais que tu fais partie, mon cher François, de ceux qui disent, mais ça, c'est même l'arbre qui cache la forêt. La Tout à fait. réalité, c'est une corruption bien plus importante, une véritable machine à laver. J'en veux juste un exemple et après je te rends la parole. C'est une subvention sur le secteur hospitalier ukrainien, il y a cela quelques mois, quelques années à peine. Et eh bien, on avait voulu, et c'est une subvention européenne de plus d'1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards d'euros. Et eh bien, ensuite, il y a eu quand même un ou deux enquêteurs qui ont cherché à savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait de l'argent. On sait qu'il y a une Cour des comptes européenne la Cour des comptes est un des éléments peut-être les moins corrompus des institutions européennes. Et cette Cour européenne, cette Cour des comptes européenne, s'est rendu compte qu'en fait, en appelant les différents hôpitaux ukrainiens, aucun hôpital, je dis bien aucun, n'avait reçu le début du commencement d'1 euro
Donc, c'est-à-dire qu'ont été volés probablement l'intégralité d'1,5 milliard, 2 milliards d'euros seulement sur le secteur hospitalier. Alors, on peut imaginer l'énorme lessiveuse à argent de corruption qu'il y a derrière ces relations entre l'Europe et l'Ukraine, mon cher François. Oui, 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 absolument. Alors justement, je pense que c'est tellement important que j'ai voulu en faire un chapitre de mon livre Ton sur, futur livre. non, de mon livre «L'Ukraine, un basculement du monde». J'ai un Ah, le chapitre premier. là-dessus. Le Oui, premier. sur la guerre d'Ukraine. Et j'ai expliqué en particulier une chose que les gens ne savent pas, c'est que quand l'Ukraine est devenue indépendante en 91, elle était la plus riche de toutes les républiques de l'Union soviétique, la plus riche. Aujourd'hui, elle est la plus pauvre. Donc, ça montre le travail qui a été fait par les oligarques divers et variés qui ont bien pillé le pays. Mais c'était le plus riche. Pourquoi? Parce que Staline, comme le dit Annie Lacroix-Riz, qui explique très bien, ne s'est pas contenté de faire l'Holodomor et de piquer et de piquer les richesses, je dirais agricoles, mais il a surtout énormément investi dans le pays pour en faire une machine industrielle de premier ordre, à tel point que l'Ukraine, à l'époque, fabriquait un tiers à elle tout seule de l'ensemble de l'armement de toute l'Union soviétique. C'était gigantesque. Ah oui, Bon. Et ils ont été obligés de rendre les bombes atomiques parce que c'était l'accord c'est qui ça. était passé entre les Américains et les Russes, qui leur ont dit OK, on arrête la guerre, etc. Mais c'est vous qui contrôlez l'ensemble de l'arsenal parce qu'on ne veut pas avoir 50 républiques tout armées. Mais par contre, ils ont gardé tout le reste. Et ils ont tout vendu pour leur compte privé, c'est-à-dire les chefs de l'armée de l'époque, plus les dirigeants politiques de l'époque, et ils ont encaissé 25 milliards de dollars. Tout le pactole qu'ils avaient accumulé et qui devait aux uns et aux autres parce qu'ils fabriquaient pour eux, ils l'ont vendu pour leur propre compte, ce qui fait que ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en fait, la plupart des marchands d'armes plus ou moins véreux dans le monde et qui ont des noms russes, on dit que c'est des Russes, mais en fait, c'est des Ukrainiens. Donc, tout le commerce, je dirais, de l'armement illicite dans le monde est aujourd'hui contrôlé par les Ukrainiens. Donc, ces types-là qui ont encaissé 26 milliards de dollars le jour où ils sont devenus indépendants, ils avaient 40 ans à l'époque. Mais aujourd'hui, ils en ont 70. Ils ont 30 ans de plus, mais ils sont toujours au pouvoir et ils sont toujours à la tête de l'armée. Alors, est-ce que tu penses qu'à une époque où ils étaient en paix et où ils se sont, je dis, morphalés comme ça, est-ce qu'ils ont moins faim aujourd'hui où on est en guerre et aucun contrôle qu'à l'époque? Bien sûr que non. Mais oui. Bien sûr que non. Alors, je rappelle une chose, c'est que les Américains, dès cette époque, à l'époque de 2014, là on n'est plus donc en 91, mais en 2014, lorsqu'ils ont fomenté le premier gouvernement Yatsenyuk du président Poroshenko, dans le deuxième gouvernement qui a eu lieu juste après, ils ont mis comme ministre des Finances une femme qui s'appelle Nathalie Jaresko, qui était la chef du poste économique de l'ambassade américaine. Mmh. Donc, ce n'était pas une Ukrainienne, c'était une Américaine qui est Mmh. devenue ministre des Finances de l'Ukraine, parce Ah qu'on lui a oui. donné la nationalité ukrainienne le jour de son investiture. Donc, au passage, on n'était pas dans un système colonial, bien entendu. C'était un pays libre, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle avait été mise là pour surveiller de façon à ce que de savoir ce qui se passait évidemment sur le plan des versements de l'argent, etc., etc. Et l'autre élément que je cite dans mon livre aussi, c'est la célèbre visite de Biden qui va voir Poroshenko pour lui donner 1 milliard de dollars pour le compte d'Obama et qui, au moment de partir, se tourne vers Poroshenko. Il le raconte à la télé américaine en rentrant, en lui disant, bon, il y a encore un truc, là, votre procureur général, là, je ne sais plus comment il s'appelle, je veux que vous viriez ce fils de pute. Ouais, Il lui dit ça. Je c'est veux ça. que vous viriez ce fils de pute parce qu'il enquête sur mon fils.
il enquête sur mon fils. Alors Poroshenko lui dit, mais enfin comment? Il dit, sinon je vous donne pas votre milliard, je repars avec votre milliard. Je pars dans 1 heure. Donc maintenant vous avez 1 heure pour virer le fils de pute, sinon je repars avec mon milliard. Et Poroshenko lui dit, mais vous allez pas faire ça. Ah, mais Et si. Biden lui tend le téléphone, il lui dit, vous avez le téléphone, appelez Obama et vous verrez. Donc, pendant l'heure, ils virent le procureur et ils mettent un copain de l'un et de l'autre, de façon avec une garantie comme quoi il n'enquêtera pas sur Hunter Biden et sa société Burisma. Ce que je veux dire, c'est que les Américains, ils ont toujours eu la main dessus et l'œil dessus, en particulier les démocrates, parce que l'un des hommes au monde qui connaît le mieux l'Ukraine, c'est Biden, puisqu'il était vice-président chargé de l'Ukraine. Et son fils faisait des affaires en Ukraine précisément. Donc, c'est ça. Donc, eux savent ce qu'il en est. Et s'ils ont mis des sociétés sur place pour contrôler, c'est pas pour contrôler le fait que Poroshenko et puis ensuite, comment il s'appelle, Zelensky ne touche pas Zelensky. d'argent. Alors C'est pour vérifier qu'on n'aille pas toucher aux intérêts américains. tu sais que concernant Zelensky, il y a une suite à ce que tu racontes, c'est-à-dire à ce que tu expliques, pardon. C'est que Trump a demandé à Zelensky, semble-t-il, d'enquêter sur justement Hunter Biden, ce que s'est bien gardé de faire d'ailleurs Zelensky, hein, Bien rien du sûr. tout. Et même cafardé Trump, et il semblerait que la procédure de destitution de Trump ait été sur un témoignage anonyme dont on peut penser que c'était celui de Zelensky, qui aurait témoigné que Trump lui avait demandé d'enquêter sur le fils Biden. C'est Oui, c'est dire, ça. c'est dire. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, si tu veux, ce que moi je traduis, c'est que le problème qu'il y a, c'est que comme maintenant, c'est plus les démocrates qui sont là, en fait, pour contrôler et pour protéger quelque part les intérêts de leur protégé Zelensky. C'était ça, c'est à ça que Tout à ça fait. servait. Mais que maintenant, ça sert à faire pression sur lui. Mais d'un autre côté, comme la corruption est, comme tu l'as dit, absolument gigantesque, si on ouvre vraiment les vannes de ça, demain, il y a 1 million de personnes dans la rue, en Allemagne, en France, en Angleterre et partout, en disant arrêtez, nous, on nous sert le kiki, on nous dit qu'il va falloir payer, mais lui, vous lui avez donné 10 milliards par an, parce que c'est ce qu'on dit qui touche en ce moment. 10 milliards chaque année. Voilà ce qu'il aurait tout détourné. Lui et ses copains. Voilà, c'est C'est ça. énorme Donc, mais c'est en gigantesque. quelques années. Ouais. C'est gigantesque. Il vient de s'acheter 2 appartements au nom de sa mère à Burj Al Khalifa, là, dans la tour de la grande tour, une des plus grandes tours, la plus grande tour du monde à Dubaï. Bon, il les a pas payés 100 000 euros l'appartement. Avec Voilà. un petit Donc emprunt. c'est ça Zelensky, c'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Donc Alors, ce que je veux dire, c'est que je pense on s'est en haut lieu quelque part aux États-Unis, l'administration Trump s'est décidée à ouvrir un petit coin du voile, histoire de mettre une bandérie dans la fesse de Zelensky en lui disant maintenant tu vas discuter parce que sinon on va monter la campagne contre toi, etc. Mais ce que je veux dire, c'est un truc très dangereux, d'une part parce que si on commence à regarder la partie émergée de l'iceberg, il y a des gens qui vont dire qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et ça, pour les peuples européens, ça va être explosif, d'une part, et d'autre part, et surtout, il y a des rétrocommissions aussi derrière, c'est-à-dire ceux qui donnent les ordres pour verser l'argent à Zelensky, ils font pas ça gratuitement, ni aux États-Unis, ni en Europe. Et ça, Zelensky le sait. Donc Zelensky, je pense qu'il a des moyens de rétorsion en disant si vous m'embêtez trop, ben moi je vais donner le nom des gens que moi à qui j'ai versé en retour. C'est ça. Donc je suis pas certain que ça aille au bout. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que ça sera suffisant pour que Zelensky bouge, mais je pense qu'il y a tellement de gens mouillés là-dedans. Et moi, je serais Zelensky, j'aurais fait comme Benalla à l'époque, c'est-à-dire j'aurais pris les noms de tous les gens et sachant exactement à qui on verse, sur quel compte, dans quel pays, etc. Le jour où ça part, ça sera
le Kiev Leaks, après le Panama Leaks, etc., je ne suis pas certain que les Américains aient envie de ça, ni que les Européens non plus. Donc, je ne sais pas trop où ça va. Alors, je vais te donner les éléments sur l'opération dite Midas, qui justement étaient les opérations qui révèlent la corruption de la classe dirigeante ukrainienne. Donc l'opération Midas, c'est celle évidemment du NABU, le Bureau ukrainien de lutte contre la corruption, qui s'est concentré sur la société publique d'énergie nucléaire Energoatom, dont le chiffre d'affaires annuel est d'environ à peu près 4 milliards de dollars. 5 suspects ont déjà été arrêtés, tandis que 2 autres, Mindic et Tsurkeman, ont pris la fuite. L'un en Turquie, l'autre en Israël. Et d'ailleurs, je crois qu'il a été celui qui est parti en Israël, très malin. Zelensky lui l'a privé de la nationalité ukrainienne, donc en plus, il ne peut plus demander maintenant son extradition. Ça tombe bien, soi-disant pour le punir. Ah oui, le pauvre malheureux en Israël maintenant. Donc il y a quand même eu des maisons perquisitionnées, des centaines et des centaines d'heures d'écoute téléphonique. Il y a plusieurs dizaines d'agents du secrétariat d'État de Marco Rubio qui sont allés enquêter sur place. L'opération Midas, et elle porte bien son nom, Midas. Tout ce qu'il touche, ça devient de l'or. Tiens donc, cette terrible corruption. D'autant que si c'est des affaires qui sont des affaires du passé, c'est-à-dire qui concernent l'administration démocrate, là, on ne parle pas du tout de la même chose. Là, évidemment, que Trump a intérêt à aller déterrer les dossiers pour aller chercher les types aux États-Unis qui ont touché les rétrocommissions, tu comprends? Donc, c'est très intéressant cette affaire parce que ça veut dire que le climat, quelque part, est en train de changer. C'est ça. Alors là, clairement, avec Trump, le climat est en train de changer. Ils enquêtent, ils ont trouvé. Maintenant, c'est même le chef de cabinet de celui qu'on appelle le cardinal gris, je crois, de Zelensky qui est menacé. Et là, on peut se dire que s'il tombe, il ne tombera pas tout seul. Donc, il y a un vrai problème pour Zelensky et un moyen de pression extraordinaire de Trump vis-à-vis de cette équipe. Et tu vois, moi, je pense que tout ça, c'est expliqué par un changement d'équilibre aux États-Unis. Et j'ai déjà raconté cette petite histoire en disant que tous les matins, quand Trump sort de sa résidence à Mar-a-Lago et qu'il va à son terrain de golf qui est en face un peu plus loin, il a 3 chenils sur la route. L'un chenil avec des chiens qui s'appelle MAGA, un deuxième chenil qui s'appelle les MIGA, c'est Make Israel Great Again, et un troisième qui s'appelle MUGA avec Make Ukraine Great Again. Le problème, c'est qu'il a fait tellement de circonvolutions jusqu'à présent qu'il donne de la barbaque à tout le monde. Tiens, Lindsay, tiens, Marjorie, tiens, un tel, etc. Mais seulement, il a moins donné au MAGA. Et MAGA est en train de se fracturer aujourd'hui avec des types comme Tucker Carlson qui disent on ne défend plus les intérêts de l'Amérique, on défend les intérêts d'Israël. Marjorie Taylor Greene qui dit la même chose, etc. Et il s'est fâché avec Marjorie Taylor Greene, qui est une des chefs de son mouvement MAGA. Donc, je pense qu'il est en train de se dire, là, j'ai peut-être été trop loin, j'étais jusqu'au bout de mes possibilités de souplesse, il faut que je revienne dans ma ligne, sinon ça va mal se passer. D'où ce qui s'est passé à l'ONU, où pour la première fois, les États-Unis ne mettent pas leur veto à une résolution qui évoque la possibilité d'un État palestinien, ce qui est en soi quelque chose d'absolument historique, même s'il n'y a rien de concret derrière. Mais d'un autre côté, je rapproche ça aussi de ce qui est en train de se passer avec Zelensky, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on sort de l'ambiguïté et qu'on rentre dans une véritable politique qui consiste à aller chercher un but. Voilà. Preuve qu'il existe une certaine forme démocratique encore aux États-Unis. Quand on passe à on pense à monsieur 11% en France, Macron qui n'en fait qu'à sa tête et qui se contrefout
des résultats électoraux, hein, C'est qui ça. prétend qu'il est élu pour 5 ans et qu'il n'en fera qu'à sa tête, et surtout le pire, eh bien, des gens comme Donald Trump, et ça c'est la démocratie, on l'a vu dériver, que ce soit en effet sur le Proche-Orient ou que ce soit sur l'Ukraine, où il était à deux doigts à un moment donné de donner ces fameux missiles Tomahawk. Et puis aujourd'hui, il y a un rétro-pédalage Ah oui, absolument incroyable. Et là, c'est Witkoff, évidemment, c'est plus Kellogg's, c'est Witkoff qui est, on dirait qu'il a deux voilà, hémisphères. Il a deux hémisphères de cerveau, évidemment, Trump comme tout le monde. Et d'un côté, il y a Witkoff et d'un autre côté, il y a Kate Kellogg's. Et Kellogg's, lui, évidemment, voilà, c'est le néoconservateur. Et aujourd'hui, on c'est voit que ça. Trump va clairement. Moi, je le pensais d'ailleurs quand j'ai vu, et j'ai traité de ces informations avec Marjorie, en effet, qui, où tous ceux qui, au sein du MAGA, se sont positionnés en grande hostilité vis-à-vis de Donald Trump. Voilà, Je me suis dit, avec les mi-termes dans un an, c'est un jour, voilà, il va falloir qu'il change complètement sa politique, et c'est exactement ce que tu voilà. constates. Marjorie est sortie du chenil et lui a donné un bon coup de morsure dans la fesse. Et il s'est dit, ouh là, j'ai peut-être été trop loin, on va redonner de la barbaque à mes magas, histoire qu'ils se tiennent tranquilles. Alors, est-ce que ça suffira pour que on aille effectivement dans la bonne direction et on s'y tienne? Comme il nous a habitués à changer de position toutes les semaines, on va attendre d'être sûr, je dirais. Mais il y a un signe que je trouve assez positif et que on constate sur tous les plans, effectivement. On va commencer à développer un excellent courriel d'auditeur qui m'a été transmis et que je trouve tout Oui. à fait intéressant. C'est un d'auditeur que nous avons souvent et qui est de très grande qualité. Et je Mhm. dirais que l'ensemble de ces remarques vont te réjouir. Enfin, en tout cas, tu vas pouvoir les Mhm. développer. Première Mhm. phrase, la prise en main du service anticorruption ukrainien par le FBI, alors que Zelensky voulait le supprimer, ne semble-t-il pas marquer la fin du régime de Kiev? Ah, point d'interrogation. Alors, moi, je dirais la fin du régime de Kiev, j'en suis pas sûr parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'un type comme Zelensky a beaucoup de ressources. Il a des ressources et il a de la ressource. Et je pense que c'est comme c'est une immonde pourriture et qu'il a des dossiers sur pas mal de gens. Il a même réussi à mettre son principal sponsor, qui s'appelait Kolomoïski, à le mettre en tôle, ce qui est quand même pas mal. Donc, moi, je le croirais quand le jour où il sera à Moscou avec sa robe de bure et et son comment ça s'appelle, ils sont comme les bourgeois de Calais. Hein. Hmm. Le jour où il sera, je dirais, bon bah ça y est, Trump a gagné. Mais tant que c'est pas fait, disons qu'on est dans une phase intéressante, mais est-ce que le régime de Kiev est fini? Enfin, le régime de Zelensky, parce que Hmm. j'en suis pas sûr, mais ce qu'on peut compléter par ailleurs, c'est que si on regarde la situation militaire qui est toujours le juge de paix dans ce genre de cas, là, ça va vraiment très très mal, quoi. Hein, ça va vraiment très très mal. Hmm. Donc, ça, je croirais plus à la fin du régime pour la raison militaire que pour la raison de ce qui est en train de se passer aujourd'hui même si c'est un coup de semonce sérieux pour Zelensky. C'est un fait Alors, d'arbitre. plusieurs courriels, mon cher François, de félicitations pour l'émission passionnante. Mhm. Euh, la suite du courriel de notre auditeur, alors là, sur lequel il va y avoir à développer. Il n'y aura probablement, dit-il, pas de paix sans élimination complète des ukronazis et sans la garantie de sécurité pour la Russie, ce qui impose in fine la démilitarisation d'au moins la bordure ouest de la Russie, de la Baltique à la mer Noire et maintenant de la mer Blanche à la Caspienne. Alors là, notre auditeur va loin dans les exigences russes, mais je me demande si à force de menacer et d'inquiéter la Russie, on ne va pas être obligé à plus de concessions qu'on ne l'avait imaginé au départ. Ah bah certainement, parce que si tu veux, et ça c'est, je crois que c'est Xavier qui l'avait expliqué, ou bien Xavier c'est Moreau. Xavier Moreau, Mmh. ou bien c'est peut-être Sylvain Ferreira qui l'avait expliqué, en Oui, disant que plus oui c'est Ferreira. la Oui, règle c'est. du jeu, c'est que plus tes enfants Mmh. se font tuer et le sang de ton peuple coule,
plus tes exigences pour la paix sont chères. Et que c'est tout à fait logique et c'est comme ça. Donc, effectivement, d'une part, le fait que les ukro-nazis, que le pays soit dénazifié, ça fait partie des exigences de Moscou depuis le premier jour, dans sa liste de courses. Les 4 oblasts, la Crimée, la dénazification et la garantie comme quoi le pays ne rentrera jamais dans l'OTAN. Oui. S'il veut rentrer dans l'Europe, tant mieux pour l'Europe parce qu'il détruira l'Europe sur le plan agricole, etc., etc. Donc là, ça sera une bordélisation de l'Europe. Donc ça dérange pas les Russes, mais pas dans l'OTAN. Donc ça change, ça n'a pas changé. Et puis, si tu veux, mais je dirais que ce que l'on peut comprendre de ces groupes, d'abord, ces groupes, ces ukro-nazis, ce sont des milices privées pour la plupart. Et ce sont des milices qui ne sont pas payées par le gouvernement, mais parce qu'elles sont au service des oligarques. Donc elles appartiennent aux oligarques. C'est les oligarques qui les payent. Et elles servent pour, en fait, c'est la structure politique du régime, en fait, qui s'en sert comme les SS ou les SA, enfin, pour terroriser la population, pour tirer sur les soldats quand ils veulent reculer du front. Enfin, c'est des brigades de représailles. Et c'est des gangsters, en fait. Donc, je dirais que le jour où le pays se casse la figure, ben, ce jour-là, ils iront faire du business et voler là où on les laissera faire. Mais si tu veux, l'intérêt des Russes, c'est d'en éliminer le maximum, parce que une chose, c'est de tenir les oblasts et puis d'avoir un accord de paix. L'autre chose, c'est d'avoir un pays en face qui respecte sa neutralité. Et il est évident que si tu as ces gars-là qui infestent ce qui restera de l'Ukraine, ça sera beaucoup plus difficile pour la Russie de développer ces régions d'une façon pacifique. Donc, ils ont intérêt à les attraper. C'était pour ça que c'était si important dès le début d'aller prendre Mariupol. Ils ont pris un gros risque, puisque dans les 3 mois, ils ont été à 120 000 soldats ou 150 000 contre 350 000. Sur la mer ils ont d'Azov. Tout de suite été à Mariupol, ils les ont coincés, ils les ont attrapés, etc. Parce que dès le début, ils ont voulu casser les reins à ce mouvement. Mais je suis d'accord avec ce monsieur qui pose Et il la semblerait question. que Pokrovsk et aussi ce chaudron de Pokrovsk soit un tombeau pour nombre de ce qu'il reste d'Azov et des ukro-nazis. Alors ça, j'en sais rien. Peut-être, oui. Parce qu'en général, ils sont assez rapides pour foutre le camp et pour laisser les autres se faire prendre. Ils sont plutôt rapides. Mais à Mariupol, c'était leur fief aussi. Ouais. Par contre, à Azov, je ne sais pas. Ouais. Si c'est le cas, tant mieux. Mais de toute façon, si ça sera dans la corbeille de la mariée, ça exigé par les Russes, livrez-nous les salopards, en tout cas leur chef. Oui, bien sûr. Et il y aura beaucoup de prisonniers, encore une fois, en l'espérant. D'ailleurs, il y a sur le front, on va en parler peut-être après, mais c'est défaite sur défaite et énormément de déserteurs aussi, semble-t-il. Bien sûr. D'autant qu'ils ne sont pas payés. Alors ça aussi, la question de l'argent, on y revient une seconde, mais je cite ça dans mon livre. J'avais fait le calcul à peu près de ce que ça coûtait, et cette guerre, elle coûte à l'Occident à peu près, j'avais fait le calcul, 8 à 9 milliards d'euros par mois, ou de dollars par mois. Voilà ce que ça coûte. Donc, juste avant que Biden s'en aille, dans les derniers jours, si tu te souviens, et c'était la raison pour laquelle Zelensky avait monté cette opération que j'ai toujours considérée comme épouvantablement foireuse d'aller chercher la bataille de Koursk, d'aller chercher la centrale de Koursk, etc. Ouais. C'était pas pour dire on va faire l'échange, c'était pour dire on est là. Attends, je vais arrêter simplement. Quelqu'un qui m'appelle. Eh ben écoute, mon cher François, puisqu'il est justement tout juste 8h15 et qu'on m'annonce le Bobino, vas-y, prends ton temps, mon cher François. On passe le Bobino, quelques secondes. Je réponds après parce que c'est important. Et on revient tout de suite après ça. Ouais. En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans.
Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de Grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85. 38 ans, un bel âge pour la vieille dame de la bande FM, qui est Radio Courtoisie. Malheureusement, contrairement aux années précédentes, où je ne manque jamais une messe, que ce soit la messe, on appelait ça la messe des défunts sur pour Radio Courtoisie, ou aujourd'hui, donc cette messe anniversaire, je ne serai malheureusement pas présent cette fin de semaine, puisque de mariage à l'étranger, mais néanmoins, et d'ailleurs je préviens que pour les auditeurs et auditrices qui m'ont dit à samedi, après cette émission, ce sera une émission enregistrée samedi, mais je serai présent avant Mike Borowski avec une interview d'1h30 de notre ami Claude Janvier. Ah, très bien. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, vous y retrouverez en particulier, je le sais, c'est à chaque fois la même chose, nos patrons d'émissions de Radio Courtoisie qui aiment échanger avec les auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà, ça c'était pour le Bobino, chers auditeurs. Vous êtes dans le Libre Journal de la Résistance française. On est en train de parler avec l'auteur de l'Ukraine, un basculement du monde, le temps des fractures. C'est le géopolitologue, journaliste, cofondateur plutôt, devrions-nous dire, du club Leteria, du Nouveau Conservateur, François Martin. Et le thème principal, c'est justement cette grande lessiveuse de la corruption dans les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne et les pays européens. Malheureusement, il faut bien le dire. Et nous nous étions interrompus donc quelques instants, quelques très courtes minutes, mon cher François, et tu souhaitais terminer ton développement. Donc nous t'écoutons. Oui, alors sur quoi tu te souviens de quel était le point? On en était sur on en était sur une question d'auditeur, en tout cas sur l'élimination complète des ukro-nazis. Des ukro-nazis, oui, tout à fait. Donc, ce sont effectivement ce sont des gangsters, en fait. C'est leur activité et ils iront chercher d'autres, je dirais, d'autres moutons à tondre ailleurs. Et s'ils sont dans la communauté européenne, ils iront là où il y a de l'argent et de la richesse, c'est-à-dire chez nous, là où il y en a encore. Donc, bravo, c'est un beau cadeau que les Russes nous font, tout à fait conscients, en nous disant, écoutez, du moment que vous ne rentrez pas dans l'OTAN, laissez donc l'Ukraine rentrer dans l'UE. Ouais, voilà, totalement. Mais ça ne sera pas gagné parce que d'abord, les Polonais ne seront pas forcément d'accord, ni les Hongrois, etc. Alors, cet auditeur, la suite de son courriel, il y a d'autres courriels qui sont tombés depuis, mais on finit avec notre auditeur. L'OTAN, et là il va loin, en besogne, l'OTAN et l'UE sont condamnés, dit-il. Nous allons payer une facture extrêmement lourde. Oui. Alors, je sais ce que je voulais terminer. Je vais terminer ce que je voulais dire. Alors, vas-y. J'avais expliqué dans mon bouquin que, en fait, j'ai fait le calcul et à peu près l'Europe, l'Ukraine, ça coûte aux étrangers, en dehors des armes, juste pour faire fonctionner l'État, à peu près de l'ordre de 8 à 9 milliards par mois, pour que les gens se rendent compte. Par mois. Bon. Biden a fait voter par le Congrès, juste avant de partir, 70 milliards de dollars. Bon, 70 milliards, ça fait à peu près une dizaine de mois. Bon. Si tu fais le calcul, aujourd'hui, on est au bout. Ah oui, on va même pas jusqu'à Noël. Alors, l'Europe s'est engagée. Alors, Trump, lui, c'est je paye si ça me rapporte. C'est ça. Si ça ne me rapporte pas, je paye pas. Donc, je ne paye rien du tout, on me paye. C'est ça qui me fait penser aussi qu'à un moment donné, il s'est déjà posé la question pour Israël. Je paye, qu'est-ce que ça me rapporte? Voilà.
c'est clair, hein. Ça, Mais en ce qui concerne l'Ukraine, c'est l'Europe qui a fait qui a pris la suite. Bon, si ça coûte 9 milliards d'euros par mois, c'est pas les 3 milliards qu'on vient de lui donner qui va beaucoup l'aider. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus un rotin. non. Ça veut dire que les fonctionnaires sont plus payés. Ça veut dire que les conducteurs de bus, de train, les hôpitaux sont plus payés. Et ça veut dire que les soldats sont plus payés. Alors voilà, les soldes des soldats ne seraient Voilà. plus payés rapidement, en tout cas en plein Voilà. cœur de l'hiver. Ouais. Et ça sera explosif. Ah, sûrement. Parce que les types, on les envoie se faire trouer la peau, mais si en plus ils ne sont pas payés, et en plus, tu sais qu'il y Il a un faut payer les trafic mercenaires généralisé aussi. de vol ça c'est aussi quelque chose que j'explique dans mon livre, on vole les uniformes et on vole même les rations. C'est-à-dire que les chefs de section piquent les rations qu'on leur livre et les vendent pour leur propre compte. Ça aussi, c'est courant, ça. Je raconte dans mon livre qu'il y a un soldat étranger qui arrive à la base de Yavoriv, là, qui est à côté de la frontière polonaise, et il fait son instruction et après il part sur le front. Un mercenaire anglais qui raconte ça à la télé anglaise. Mhm. Il monte dans le camion, la série de camions avec les autres mercenaires, très bien payés d'ailleurs, 3 000 euros, 2 à 3 000 dollars je crois que c'est plusieurs milliers de dollars par jour. Bien, très bien payé. Et il y a l'autre série de camions à côté où il y a toutes les armes qui sont déposées. Donc, ils arrivent, ils font 2 jours, qui est à 1500 km à peu près, ils vont dormir dans des casernements, etc. Ils arrivent sur place, ils débarquent, ils regardent l'autre série de camions et l'autre série de camions avec les armes a disparu. Donc, ils sont sur le front, mais ils n'ont plus d'armes parce que les armes ont été vendues sur le chemin. C'est ça. Voilà. Donc, tout est comme ça. Tout est comme ça. Et tout revient parfois jusque dans nos banlieues. Hein. Attention à ces armements Voilà, qui c'est ça. reviennent. Mais ce que je veux dire, c'est que en plus, ça va s'exacerber au fur et à mesure que la pagaille s'installe. Et en plus, nous, on n'a pas fait ce qu'ont fait les Américains à l'époque avec Nathalie Jaresko, et ils ont les systèmes pour essayer de vérifier autant que c'est possible, essayer de savoir un peu où va l'argent. Mais nous, euh, les Européens, on n'a jamais exigé, on n'a jamais eu les moyens d'exiger qu'il y ait une sorte de Cour des comptes ukrainienne avec des types qui ont je dirais, des organes assez gros pour aller rentrer ici ou là en disant donnez-moi les comptes, sinon je vous descends. Donc on ne sait rien de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je dirais, moi je serais ukrainien, je dirais, mais il y a bon, on pique tout ce qu'on veut. On est les moutons qu'on est en train de tondre là. Et pendant qu'on peut encore piquer, sachant que Voilà. ça pose problème parce que on vole les armes, on vole l'argent, on promet des fortifications, on se rend compte qu'il n'y a pas de fortifications. Là, on arrive sur Pokrovsk, on arrive sur Voilà. Kupiansk, et après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a Voilà. plus de fortifications. Donc, on C'est peut se ça. poser la question de ce qui va être la suite. La Tu vois? guerre, nous dit cet auditeur, la guerre, hein, c'est justement le revers de la même pièce, disais-tu. La guerre est indispensable pour faire admettre le Great Reset de Davos. Oui, ben je dirais, moi je ne suis pas sûr parce que je crois qu'on a dépassé cette idée de Great Reset. On n'est plus dedans aujourd'hui, à mon avis. Je pense que l'arrivée de Trump et ce qu'il a fait quand même malgré tout, si tu veux, euh, il y a quand même une philosophie mondialiste, mais elle a quand même pris du plomb dans l'aile, tu vois ce que je veux dire. Mm. D'ailleurs, on n'en parle même plus on parle presque plus de Davos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je crois que c'est plus la question aujourd'hui. La guerre, elle est gagnée par les Russes. Tu sais, on avait eu l'occasion de citer ce texte incroyable de Nathaniel Rothschild. On en avait parlé de ce texte qui disait le plus Totalement. grand Ouais. danger pour le monde, c'est Xi Jinping et Poutine. Et il écrit ça en février ou mars 2022 à l'époque.
parce qu'il se rend compte que les nationalistes qui veulent utiliser l'argent pour développer leur pays, c'est le pire danger pour les mondialistes qui, eux, veulent détruire les nationalités pour placer l'argent liquide l'argent fluide comme ils veulent. Il y a deux mondes qui s'opposent, le monde de l'argent fluide et le monde de l'argent structuré et je veux dire, contrôlé par les hommes. Voilà. Ouais. D'un côté, tu as les nationalistes, tu as les De Gaulle, qui disent on investit là où on veut en fonction de structures qu'on a décidées, de priorités stratégiques, etc. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui disent moi, ce que je veux, c'est un gigantesque marché où tu n'es plus que des gens et des pulsions. Et moi, je mets là, j'enlève ici, je joue, etc., etc. Ces deux mondes sont irréconciliables. Mais ce que je trouve aujourd'hui, c'est que le monde du mondialisme a quand même pris un coup dans l'aile. Donc, je ne suis pas si sûr qu'aujourd'hui, que Davos ait encore beaucoup d'avenir. Bien. On aura toujours. On aura toujours. Mais il est en train de se passer mutatis mutandis, ce qui s'est passé avec Poutine en juillet 2000, lorsqu'il a convoqué tous les oligarques autour de la même table, il leur dit espèce de pourriture et de voleurs, vous avez volé l'argent du peuple, maintenant vous allez le rendre parce que sinon c'est la Sibérie. Et tout le monde est venu signer, tout le monde a rendu, et c'est lui qui a pris la tête, qui dit bon, bah, maintenant on va faire des avions, maintenant on va faire des TGV, maintenant on va faire des routes, maintenant on va faire ci. Donc vous investissez, mais c'est moi qui fixe les règles. Alors que les autres veulent un monde sans règles, déréglé, mondialiste. Qui c'est qui va gagner? L'ère du mondialisme, je trouve, se resserre. Hein. On va y revenir sur l'ère du mondialisme qui se resserre. Une auditrice qui dit, eh bien, à samedi, alors à samedi, pour, non pas, en tout cas, je ne serai pas à l'église, mais samedi, l'émission de Livre Journal de Géopolitique Profonde, bien sûr, avec un enregistrement de Claude Janvier à partir de 9h. Qu'est-ce que nous dit cette auditrice? Messieurs, passionnant et bravo, entendu sur une grande radio à midi aujourd'hui. On vient d'ouvrir en France des restaurants pour pauvres à 10 € le repas. Nuggets de poulet ukrainien. Introduit, donc on sait là, le poulet au javel ukrainien, introduit par la Pologne, donc on nous fait croire que c'est des poulets polonais, si je comprends bien. Passé par un oligarque installé à Chypre, alors ça c'est la mondialisation dont tu parlais justement, dans le nord de Chypre. Voilà une façon d'utiliser notre entre guillemets, notre contribution à la guerre. Bon appétit et à samedi. Alors oui, on en fait entre autres des hamburgers. Là, voilà encore un élément certainement de corruption. Bah bien sûr, évidemment. Quand tu es dans des structures comme ça, si tu veux, l'Ukraine quand même, c'était la Chine de l'Europe d'une certaine façon. L'Ukraine produisait des produits à excessivement bon marché qui étaient ensuite retravaillés, modifiés, que ce soit sur le plan agricole ou sur le plan des vêtements, etc., en Pologne, en Allemagne, etc., etc. L'Europe a disposé pendant des dizaines d'années d'un marché à disposition de sous-traitants extrêmement bon marché. Donc, ils en ont profité. Donc, c'est ça qu'ils ont dans l'idée quand ils veulent faire entrer l'Ukraine. C'est pas de laisser les produits ukrainiens rentrer librement et vendre très bon marché, c'est d'essayer de récupérer, puis eux de faire la plus-value quelque part. Tu vois? C'est ça que je pense, moi. C'est dans ce sens-là que ça les intéresse. Puis c'est moins cher et c'est moins loin. C'est moins cher et c'est moins loin que la Chine aujourd'hui. Un autre courriel d'auditeur qui va nous permettre de relancer un petit peu les échanges. Nous aurons évidemment, hein, que personne ne s'inquiète, nous aurons comme les samedis matins à 9h sur le Libre Journal de Géopolitique Profonde, nous aurons
Le quatrain de Michel Dumas tout à l'heure, qui m'est déjà parvenu. Le quatrain de Michel Dumas, ce sera pour la fin de cette émission. Auparavant, un auditeur. La guerre en Ukraine est d'abord une affaire de politique intérieure des deux côtés de l'Atlantique. Ça, c'est pas toi qui vas le contredire. Bien sûr, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Oui. Trump doit impérativement apporter un résultat positif en arrêtant cette guerre, ce qu'il avait promis de faire en 2 jours, car dans moins d'1 an, il doit gagner les élections de mi-terme, faute de quoi le Deep State le mangera tout cru. Ah, on est d'accord. C'est ça, le Deep State le mangera, ou bien c'est Marjorie qui le mangera. En plus, ouais. Les eurocrates se servent de cette guerre. Alors là, c'est là que peut-être j'aimerais un peu plus de développement par rapport au Great Reset. Les eurocrates se servent de cette guerre pour se maintenir au pouvoir dans un climat de panique entretenu, ce qui permettra de mettre en place le contrôle informatique complet des populations via la numérisation. C'est la mise en place du grand reset, comme le 11 septembre 2001 a permis le Patriot Act dans le pays le plus chatouilleux sur le plan des libertés. C'était les États-Unis. Alors c'est là que je mets un petit bémol, parce que je pense qu'il y a une course en parallèle, l'un à ceux qui veulent faire la paix en Ukraine, qui sont les Américains et qui vont finir par la faire, à mon avis, et ça se dessine, et ceux qui veulent verrouiller l'Europe avant. Mais je pense que le projet consistant à verrouiller l'Europe, si la paix se fait, il est foutu. Parce qu'ils vont verrouiller quoi? Ils vont verrouiller quoi? Et puis ils vont continuer à livrer à recevoir des produits américains, les armes américaines et surtout du gaz et du pétrole américain, alors que les Américains eux-mêmes, par-dessus leur dos, feront des affaires avec les Russes. Ça va péter. Donc c'est pour ça que je pense que cette course est folle, je pense. Cette course est folle, mais j'y crois pas. Et c'est ça qui me donne de l'espoir personnellement pour l'avenir. Ouais. Parce qu'on va se retrouver tout seul. Et que l'équipe actuelle, ceux qui voudront encore la guerre et qui n'auront pas les chines assez souples, si tu veux, tu as les gens qui sont dogmatiques parce qu'ils font semblant, parce que tant qu'ils peuvent, ils le font, et tu as ceux qui sont dogmatiques parce qu'ils le sont. Moi, je crains que quelqu'un comme Macron, il est dogmatique parce qu'il est dogmatique. Parce qu'au fond, c'est un orgueilleux, c'est pas un souple comment dire, c'est pas un invertébré, tu vois ce que je veux dire, qui ira au plus offrant. En tout cas, j'ai tendance à le penser. Donc, il sera comme le Titanic, le dernier à couler avec le bateau, dans son uniforme en disant « Je suis vainqueur ». Je le sens assez comme ça. Si le sort de Zelensky, nous dit cet auditeur, sera probablement scellé à la mode Kadhafi. Le MI6 y veillera, c'est lui qui le protège. C'est pas impossible du tout. C'est pas impossible du tout. Moi, j'ai même été jusqu'à dire que jusqu'à présent, celui à qui son plus grand ami, quelque part, c'est Poutine. Parce qu'il a été tellement maximaliste dans tout ce qu'il a fait, qu'il a donné à Poutine ce dont Poutine avait le plus besoin pour gagner son affaire, c'est-à-dire du temps. Parce que Poutine ne peut pas faire de blitzkrieg. C'est pas du tout sa méthode et c'est pas sa façon de faire, et il ne peut pas. Il n'a pas les armes pour ça. Il a les armes pour grignoter. En même temps, il ne faut pas qu'il fasse tuer trop de ses semblables. Et en plus, comme on l'a dit, il a la stratégie du hérisson, c'est-à-dire qu'il faut qu'il dévitalise l'ensemble du monde occidental. Donc, il ne faut pas qu'il soit pressé. Il ne peut pas être pressé dans sa méthode. Et d'avoir un Zelensky en face de toi, chaque fois que tu dis, bon, ben maintenant tu veux discuter la paix, il dit non, non, jamais, jamais, tu te dis, mais faut surtout le garder. C'est pour ça qu'ils se sont bien gardés quand Naftali Bennett, il était question de Zelensky dès le début de son règne, au début de la guerre, a demandé à Naftali Bennett si les Russes allaient le zigouiller. Bennett, qui était Premier ministre d'Israël à l'époque, a appelé Poutine, qui lui a dit non, non, on ne le tuera pas. Et à ce moment-là, il est sorti
Voilà, tu connais cette histoire qui a été racontée plusieurs fois. Et Tout à moi, je fait. comprends très bien, je me mets à la place du Poutine. Surtout, gardez-le. Le type qui veut faire la paix dans ces cas-là, c'est le pire. C'est comme Arafat à l'époque pour les dirigeants israéliens. Le type qui dit, moi, je veux négocier la paix. Attends, c'est le premier qu'il faut tuer, celui-là. Le type qui dit, jamais, 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 je discuterai de rien, je resterai droit dans mes bottes. Bon, bah, du coup, j'ai le temps de faire mon opération. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Un, ils lui offriront peut-être un bel appartement à Moscou pour le remercier. un- un auditeur qui nous fait passer un dessin qui dit bien ce qu'il veut dire sur le fameux Macron, nous sommes en guerre. En 2020, nous sommes en guerre. On voit un virus de la Covid-19 et du coronavirus. Et en 2022, ça recommence. On voit le visage de Poutine. Oui, c'est ça, on est dans la même opération. Tous les soirs, tous les soirs, au journal télévisé, tu dis ça y est, on va mourir, il faut se défendre, il faut se battre. Alors, dans un cas, c'est il faut se planquer. Dans l'autre cas, il faut lire le petit livre rouge là, du président Macron. Et pendant toute la journée, avant le soir, on te fait les poches. C'est à ça que ça sert. Et ça Le marche. guide de survie. Si tu veux, moi, je me mets à la place de Macron. Quand il a vu la façon dont on nous a traités à l'époque du Covid et la façon dont tout le monde est rentré dans le rang, s'est planqué chez soi, etc., il s'est dit, ben, on le refait quand on veut. Hein. Tous les 2, 3 ans, ça va marcher. Ben, c'est ce qu'ils font. Et cette histoire des 100 rafales, c'est ça aussi. Alors, oui. Parce qu'on n'en a pas parlé. Factuellement, comment on peut on peut démontrer la corruption au-delà de quelques contrats où en effet il faut du temps, il faut enquêter, il faut écouter pour convaincre un certain nombre de personnes de corruption, de trafic, d'influence, de vol caractérisé. Comment est-ce il y a tout un système qui est autour et les gens sont fuis, donc on ne pourra même pas les interroger. Bien sûr. Et puis, tu remarqueras que malgré tout, quand tu rentres dans ce jour-là, tu touches vraiment dans les mafieux et les Mmh. mafias, Mmh. et que tu as très peu de journalistes vraiment spécialisés, parce que je pense qu'ils risquent pour leur vie aussi, qui enquêtent véritablement sur les grosses affaires et les petites. Puis c'est difficile, il faut vraiment faire un travail de fond. Faut savoir, je suis sûr que les gens qui connaissent, ils savent quelles sont les banques où vont les rétrocommissions, par exemple. Moi, je ne sais pas, mais il n'y a pas un vrai travail journalistique qui est Non? fait sur la question de la corruption, qui pour moi, je n'ai cessé d'en parler pratiquement à chaque fois depuis 2 ans. C'est une composante essentielle, ça. Et ça, on le voit bien. Et d'ailleurs, on continue à incriminer l'entourage de Zelensky, mais jamais il n'est pointé du doigt. C'est ça, c'est ça. Alors, tu vois, par exemple, on a un tout petit peu de temps. Je sais que, parce que je crois que je la cite, celle-là aussi dans mon livre, il y a une corruption qui est très connue qui concerne ou qui concernait le gaz qui est livré par l'Ukraine, le gaz russe que l'Ukraine recevait et qu'elle revendait aux pays alentours, en, en Europe, de l'autre côté de la frontière. Alors, je ne sais pas si c'était à la Pologne ou à la Hongrie ou à d'autres pays. Donc, il y avait des histoires de facturation parce que des fois, par exemple, l'Ukraine vendait du gaz à un prix à 1, par exemple, Ouais. et puis des fois, elle livrait trop de gaz. Alors donc, dans ces conditions, le pays en question ou la société en question revendait le gaz à la Pologne, mais comme il fallait supposément renvoyer le gaz et que ça coûtait très cher, pour le renvoyer à 10 et à le Mhm. refacturer à 10. Mais en fait, dans la réalité, c'était un jeu d'écriture parce que le gaz n'était jamais allé. Donc on disait, voilà, je t'ai livré tant de milliers
de litres de gaz en trop que je t'ai vendu à 1 et que tu me renvoies à 10. Donc, du coup, la Pologne, l'Ukraine payait 10 pour acheter le gaz que l'autre lui avait vendu. Mais en fait, dans les 10, il y avait 5 qui se partageaient d'un côté et de l'autre. Mhm. Voilà. Et ça dure depuis des années, des années. Donc, est-ce que ça continue encore plus maintenant, puisque, semble-t-il, l'Ukraine a cassé le pipeline qui livrait le gaz. Mais si tu veux, c'en est un parmi, il y en a il y en a des trucs comme ça. Voilà, celle-là, parce que je l'avais étudiée, je l'avais lu quelque part, mais des histoires comme ça, tu en as des centaines. Mais qu'est-ce que ça dit, cette machine à laver, cette lessiveuse de la corruption, à laver l'argent sale? Ça, c'est pas nouveau. La corruption, le fait que l'Ukraine soit un des pays les plus corrompus du monde, d'Europe en tous les cas, c'est pas nouveau. Par contre, qu'est-ce que ça dit des pays européens, des pays occidentaux, qui sont... alors là, on a parlé tout à l'heure d'Hunter Biden et donc de son père qui, à l'époque, était vice-président des États-Unis d'Amérique sous la présidence Obama. Mais qu'est-ce que ça dit de la corruption de nos pays? C'est absolument faramineux. Ah, Comment bien a-t-on sûr, pu dégringoler si vite? ah, Comment bien sûr, a-t-on pu passer si vite de la République gaulienne, République vertueuse, non pas tout le gaullisme politique qui n'était pas toujours vertueux, mais en bien tout sûr, cas d'un homme qui incarnait cette vertu et cette rigueur, cette verticalité aussi, bien sûr. et bien de l'autorité, à aujourd'hui, à à des espèces de petits rampants qui comme tu le dis, se baffrent, se goinfrent. Ben, je vais te dire, ce qui te tient d'abord, c'est la fierté. C'est ça qui te tient d'abord, c'est la fierté. Donc ils n'ont plus de Moi, fierté, ils n'ont aucune fierté. une petite anecdote toute Mmh. facile. J'avais été en vacances à une époque comment ça s'appelle, à Séville, que j'aime énormément. Mmh. Quand tu es sur la place de Séville, tu manges des tapas, mais absolument extraordinaires, d'une qualité extraordinaire. Donc moi, j'ai fait venir le serveur et je lui ai dit, monsieur, bon, je parle espagnol, j'habitais en Espagne et tout, donc je parle espagnol comme les Espagnols, hein. Donc je lui ai dit, écoutez, comme ça C'est vrai que familièrement, j'ai vous mangé d'excellents tapas à Séville, pour ce qui me vous concerne, rendez dans le compte des passé. tapas que vous nous donnez là? Je veux dire, et au prix auquel vous les faites, à 1 euro, 2 euros, 3 euros? Je lui dis, mais vous avez des Allemands ici, des Japonais, etc. Vous pouvez faire des tapas dégueulasses 10 fois moins chères, 10 fois moins bonnes, en les vendant 10 fois plus cher. Je lui dis ça. Il me dit, et la fierté alors? Mmh. Voilà. Moi, c'est ma fierté, c'est mon L'honneur. pays, c'est Mmh. mes tapas, c'est l'honneur. Bon, à partir du moment où tu n'as pas d'honneur, il n'y a Mmh. plus d'honneur, parce que tu es un carriériste, que tu es monté, etc., il n'y a que 3 choses qui t'intéressent dans la vie. 3 choses. Le sexe, le pouvoir et l'argent. Mmh. Les 3 choses que tu as dans la tête. Donc, le sexe, on a vu ce que c'est, Ouais. le plus possible et avec tout le monde, y compris et surtout d'ailleurs les petits et les enfants. C'est à ça que tu vas. C'est terrible. Mmh. 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 Voilà. Le pouvoir, ils y sont, et l'argent. Et Mmh. l'argent, c'est plus tu en as, plus tu as faim. Mmh. Donc voilà, on est dans ce système-là. Mmh. Mmh. Comme il n'y a Mmh. plus de spiritualité et comme il n'y a plus d'honneur, eh ben, tu as des machines à pulsion, je dirais. Alors, ils donnent le change, donc tu ne le vois pas, tu te dis, oh, ils sont bien habillés, etc. Mais en fait, derrière, je veux même pas écouter les conversations privées qu'ils ont entre eux, ça doit être effroyable. C'est vrai qu'ils sont très bien habillés, sur toute la génération de Macron. Ils ont des très beaux costumes Hein, voilà. à 5 000 €, mais il faut Hein. voir que c'est pas très ragoûtant et le Et costume que 3 pièces, il ne cache qu'on pas est toute la pourriture. des sépulcres blanchis, comme dit l'Évangile. Mmh. Voilà, c'est ça, Des exactement. cultes blanchis, et à Mmh. l'intérieur, c'est plein de vices et de Mmh. saleté, de pourriture. Ben voilà, Ouais, ça donne c'est ça. ça. Mmh. Et si tu Exactement. as quelqu'un qui vient te voir quelque part en disant, bon, est-ce que si vous prenez cette décision, vous êtes d'accord et on vous donne
50 millions. T'as qu'à voir la proposition qu'on a faite au président de Radio Courtoisie, hein, Mm, il est au courant. tout à Donc, fait. il en a parlé lui-même, donc on peut le citer. On Oui. est venu le voir pour lui dire, écoutez, on vous donne 10 millions d'euros pour nous vendre Radio Courtoisie. Mhm. Et il a dit non, d'ailleurs, je ne décide pas tout seul. Vous êtes 6, eh ben, vous gardez 4 et on donne 6 aux autres et vous gardez les 4. Voilà. Où est le problème? Ouais. Ce qui est Voilà. inquiétant, c'est qu'ils aient pensé que le président ait pu dire autre chose que non. Alors, Ben, quelque part, quand tu es à cette mentalité-là, mm, tu ne comprends pas la stupidité de quelqu'un qui dit non quand tu lui donnes de l'argent, puisque mm, l'argent, il n'y a que ça qui compte. mm. Et Oui, bien pour sûr, c'est nous, leur seule échelle de valeur. Donc, ils n'imaginent pas qu'on puisse en avoir d'autres. Ah, c'est ben, évident. le type, il a dû partir de là en disant, mais quel con. Ah, sûrement. Voilà, Sûrement. c'est ça. Euh, François, un auditeur sur l'état de l'Ukraine, c'est assez intéressant parce qu'en effet, on avait dit à un moment donné que eh bien, l'Occident se payait sur la bête. Concernant l'Ukraine, on avait acheté les meilleures terres, on parle de BlackRock, entre autres, Oui, d'investissement, l'idée de oui, reconstruction aussi, évidemment, de l'Ukraine, oui, des sociétés même nationales françaises telles que Bouygues, qui semble-t-il sont sur les rangs. oui. Cet auditeur nous dit, nous fait un état un peu de la situation des richesses en Ukraine. Il dit les richesses en Ukraine ont été ou sont concentrées à l'Est, dans l'Est. Oui, oui, Déjà sous contrôle russe, les industries lourdes productives de la grande valeur ajoutée étaient situées dans le Donbass et représentaient la moitié du PIB ukrainien c'est ça. avant la crise de 2008. La demande chinoise en acier assurait une croissance proche de 8%. Hmm. L'Ouest ukrainien est une région pauvre, donc Lvov, enfin en tout cas tout ce qui Ouais. n'est pas revendiqué et ne le sera pas par la Russie, donc région pauvre d'agriculture de montagne dans le genre de l'Auvergne. Donc Hmm. finalement, j'ai l'impression que après s'être beaucoup bafré, ce qu'il restera de l'Ukraine ukrainienne et européenne, en tout cas au sens de l'Union européenne, ça vaudra pas tripette, mais par contre, pour la reconstruction, ça va coûter un pognon de dingue. Ah, il y aura personne qui Paraphraser viendra. Parce que si tu veux, Macron. j'ai jamais cru à cette histoire de reconstruction. Pourquoi? Parce que quand tu dois reconstruire, tu dis la première chose, c'est sur quoi, comment je me paye ou sur quoi je me gage. Donc, si le gouvernement qui est en place est encore en mesure de te livrer des mines, des terres rares, des choses comme ça, etc., tu as des collatéraux pour te garantir si jamais on ne te paye pas. Mhm. Et à partir du moment où les mines d'Oudachné sont passées sous contrôle russe, que les terres sont passées sous contrôle russe, etc., qui c'est qui va venir reconstruire l'Ukraine? Qui c'est qui va construire ça pour le roi de Prusse, comme ça, sans te faire payer? Donc, c'est du rêve. Moi, j'y crois pas. Qu'on dise qu'on veut être sur les rangs le moment venu. Et moi, j'ai pensé depuis le début que la progression des Russes étant celle qui devait être, à un moment donné, les collatéraux passeraient sous contrôle russe. Donc, l'affaire tomberait dans le lac. Mhm. Et d'autre part, ce que dit cette personne est très juste, parce que, par exemple, Poroshenko, tous les oligarques qui tiennent le pays, ce sont des types qui sont originaires de l'Est. Ben, c'est pour ça qu'ils ont chaud aux fesses quand ils voient les Russes et qu'ils ont poussé Zelensky à maximiser et jamais, jamais on veut négocier, on veut garder nos terres. Tu vois, c'est pour ça. Mhm. Par contre, le jour où ils sont persuadés que ça ne peut plus les rendre, moi j'ai pensé aussi depuis un bon moment que ce jour-là, ils iront à Moscou en disant ben, comment vous voulez qu'on le livre, le père Zézé, là? Si vous nous gardez nos titres de propriété, cher Vladimir, ça peut se discuter, ça, nos mines, nos trucs. Vous prenez tout ou est-ce que vous savez, nous, on sait bien les faire marcher, tout. Tu vois?
Donc, Euh, les oligarques, à un moment donné, ils vont virer kazakh quand ils vont voir que c'est perdu. Ou ils iront à Moscou discuter. Probablement. Voilà. François, on a deux Michel Dumas, deux quatrains pour le prix d'un. Alors on commence tout de suite, puisqu'il ne Ouais, reste que 7 minutes. Le premier, tu vas ouais. pouvoir tout de suite réagir. Les deux bouffons martiaux, experts en épouvante, pour rester au pouvoir, péril russe nous vantent, en nous faisant trembler par la guerre éprouvante, boucherie redoutée, hécatombe émouvante. Et oui, Bravo. on en a de terribles. Et alors le deuxième est encore plus sévère. Des Chanel en plus fou, il serait salutaire qu'on soignât pour son bien, en respect statutaire, celui qui iront chercher vrai français qui luttèrent en disant plus jamais trop de sang à Butère. Et oui, bien Oh là sûr, là il y a là. cette guerre qui est un des thèmes de cette émission de Livre Journal de la Résistance française. Il nous faut aujourd'hui résister à la guerre, en tout cas ne pas se laisser ainsi corrompre l'esprit, je dirais. Là, on n'est plus sur la corruption matérielle, Bien d'accord. mais de l'abandon moral. Et s'il faut se réarmer moralement, Monsieur Mandon, Fabien Mandon, le général Mandon, eh bien c'est à nous, les résistants, d'être Bien armés sûr. moralement contre toute cette propagande épouvantable de la guerre. On est d'accord, on est bien d'accord. Mm. Tout en restant très prudent, et ça je reconnais, parce que si tu veux, moi j'étais plutôt sur la défensive quand on disait ça y est, ça va péter, c'est la guerre mondiale, etc. Et Oui, maintenant dit donc, bon, bah, ça y est, maintenant le jeu est en train de s'ouvrir. ouais. Je dis, soyons prudents là aussi. Voyons si ça se confirme. Voyons si vraiment, si Zelensky craque. Voyons si au Moyen-Orient, si Trump maintient sa pression sur Bibi ou s'il lâche. Tu vois ce que je veux dire? Moi Il vient de se je pense. rapprocher de NBS, hein, en tout Comment? cas, il vient de se rapprocher Oui. de Ben Salman, de l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas pour plaire, semble-t-il, à Israël. Alors moi, je suis assez étonné aussi de ça. On peut peut-être dire un petit mot s'il nous reste 2 minutes là-dessus. Il reste 5 minutes Cinq maximum, minutes. donc Je vas-y, deux suis très minutes. étonné parce que quand même, moi, je pense qu'ils se sont fait claquer la figure d'une façon magistrale Qui? lorsque les États-Unis ont autorisé Israël à tirer directement sur le Au territoire. Qatar, Donc, sur le moi, Qatar, je oui. me dis, si ces gars-là, ils ont quelque fierté que ce soit, ils vont pas se fâcher avec les Américains, mais ils vont se dire, c'est plutôt vers la Chine qu'il faut qu'on aille si on veut avoir nos propres armes maîtrisées nous-mêmes. Parce que les armes américaines, ils achètent les armes américaines, mais c'est les Américains qui ont la clé pour dire tu mets l'avion en route ou tu le mets pas. Hmm. Voilà. C'est quand même énorme. Donc, visiblement, l'Arabie saoudite n'a pas choisi, n'a pas fait le choix de l'indépendance gaullienne, je vais dire. Hein. Loin de là. Donc, je suis quand même étonné parce que je trouve que Ben Salman est un type relativement intelligent. Ou alors, est-ce que ça veut dire que 1 000 milliards de dollars, vraiment pour lui, c'est pas grand-chose? Ou qu'est-ce qu'il a en face? Qu'est-ce qu'on lui a mis en face pour qu'il... Et moi, je me suis dit, ces gars-là, quand ils se sont vus juste après, ils se sont dit, bon, ben, le suzerain nous a plantés, on va aller en chercher un autre. En plus, Ben Salman immédiatement a fait venir le Pakistan et a réveillé son alliance militaire et donc atomique avec le Pakistan. Mhm. Donc je me suis dit, voilà, ils ont compris que s'ils voulaient passer à une autre ère, il fallait construire leur indépendance ensemble. Et visiblement, c'est pas ce que fait l'Arabie saoudite. Donc, je voudrais bien comprendre, mais ça va pas dans le sens de ce que je pensais être le véritable intérêt de Ben Salman. Hmm. Alors, Ou alors, on lui a promis quelque chose, mais je sais pas. il y a le Proche-Orient et puis
Et puis en Europe, on va voir en effet le risque aussi, je persiste à penser qu'il pourrait venir d'une attaque sous faux drapeau. Nous avons dernièrement fait une émission sur Géopolitique Profonde TV avec une interview exclusive de Maria Zakharova, c'était vendredi dernier, qui Oui, réagissait par rapport à cette information qui nous était parvenue par les services secrets russes du FSB, comme quoi ils avaient mis en échec une tentative de détournement d'un avion MiG-31 armé d'un Kinjal exact. pour frapper eh bien, peut-être Une la base de plus grande l'OTAN. base de l'OTAN en Roumanie, et en tout cas C'est faire ça. abattre l'avion à ce moment-là. Et on nous parle aussi, il y a des rumeurs sur des attaques sur des centrales nucléaires, alors qu'un Oui, auditeur nous explique qu'il a failli y avoir des problèmes avec une centrale nucléaire à l'ouest de l'Ukraine, mais elle était le fait de combustible de Westinghouse, qui semble-t-il ne tenait pas la route. Donc oui, il y a cette crainte quand même de voir. on vit avec ça quand même, Eh ben, on toujours. vit avec ça, voilà. On vit avec ça. Et je vais même plus loin dans ton sens en disant que plus on va se rapprocher des perspectives de paix, Bah oui, plus classiquement, bah ce oui, genre de rythme va être important parce que c'est les ça. adversaires de la paix seront aux abois, donc ils prendront plus de risques pour pas que ça arrive. C'est toujours quand tu vas avoir une signature que tu as les attentats les plus graves, hein. Donc, il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas l'exclure. Notre auditeur qui revient vers nous persiste et signe. Zelensky sera comme Navalny, plus utile en martyr mort que chanteur vivant et moins dangereux pour ses maîtres. Il a été payé pour. Voilà, Je ne sais pas, on verra. parce que c'est pas un martyr, Hmm. de toute façon. Ah oui, oui, bah, sauf si on dit bien sûr. Navalny, si tu veux, Navalny, il a été mis en prison pour fraude et pour détournement d'argent, Hum, avec hum, son frère, hum. pour de l'argent d'entreprise française d'ailleurs en plus. C'est ça. Tout à fait. Et je rappelle à ceux qui disent Navalny, Navalny, qu'aux élections présidentielles précédentes, il avait fait 2%. Oui, 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 bien Donc, sûr. si tu veux, le mythe, on en a fait un mythe de l'opposant magnifique, c'était pas ça. Exactement. Et Zelensky, il a trop trempé pour avoir l'image d'un vrai résistant, quoi, hein. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est terminé. On me le dit. Et oui, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, C'est c'est la l'heure. fin de cette émission. Ben voilà. Merci à toi, merci François Martin, Merci à toi. géopolitologue, l'Ukraine, un basculement du monde, ou encore Le temps des fractures aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et le troisième, bien sûr, de la trilogie qui arrive Voilà. pour la Début fin de l'année. début de l'année prochaine. Voilà, très Voilà. bien. Je Eh suis en train de ben, l'écrire. eh ben, très bien. Bonne continuation dans cette écriture. Je te sais en pleine retraite, mais tu travailles Exact. d'arrache-pied. Quand tu ne travailles pas, tu travailles encore avec nous, et je te sollicite plus que je ne devrais, plus que Avec c'est plaisir. raisonnable. C'est Mais toujours avec plaisir. je t'en remercie à chaque fois, mon cher François. Merci, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre écoute. Eh bien, vous écoutiez le Libre Journal de la Résistance française sur Radio Courtoisie. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, toujours sur Radio Courtoisie, bien sûr. Merci.